Ce sentiment de vraiment piloter sa propre vie, d'où ça vient? Eh bien, ça porte un nom, l'autodétermination. C'est tout simplement le pouvoir de faire ses propres choix, de tracer sa propre route. Mais pour bien comprendre ce que ça veut dire, le plus simple, c'est peut-être de renverser la perspective. Imaginons juste un instant que cette capacité de choisir, on ne l'ait plus. Imaginez un peu, ne pas pouvoir choisir ce qu'on va porter aujourd'hui, ou ce qu'on va manger ce midi, même pas comment on va organiser sa journée. Pour la plupart d'entre nous, ce sont des petits choix, des automatismes, on n'y pense même pas. Mais voilà, pour certaines personnes en situation de handicap, ce n'est pas un choix, c'est une réalité quotidienne. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'autodétermination, qu'est-ce que c'est au fond? Alors, la définition un peu formelle, c'est la capacité d'agir comme l'agent causal principal de sa propre vie. Bon, pour le dire plus simplement, ça veut dire être le pilote dans son propre avion, et pas juste un passager. C'est agir par soi-même, sans que quelqu'un d'autre tienne le volant à sa place. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas une idée sortie de nulle part. Non, ça repose sur des bases psychologiques très solides. D'après les chercheurs Deci et Ryan, ce besoin d'autodétermination, il est lié à 3 besoins fondamentaux qu'on a tous. L'autonomie, bien sûr, le besoin de contrôler sa vie, la compétence, c'est-à-dire se sentir efficace dans ce qu'on fait, et enfin l'appartenance, le besoin d'être connecté aux autres. Et si on veut aller encore un peu plus loin, on peut même décomposer tout ça en 4 grands piliers. Il y a l'autonomie, évidemment, mais il y a aussi l'autorégulation, la capacité à gérer ses propres actions, l'empowerment psychologique, ce sentiment d'avoir du pouvoir sur sa vie, et enfin l'autoréalisation, c'est-à-dire se connaître et agir en accord avec ses propres valeurs. Ok, donc on a vu la psychologie derrière. Mais attention, on ne parle pas juste d'un concept de développement personnel, non, on parle de quelque chose de bien plus fondamental, un droit. Et ce n'est pas un petit droit. C'est tellement fondamental que c'est inscrit noir sur blanc dans des textes internationaux, comme la Convention de l'ONU. Et elle dit quoi, cette convention? Elle dit très clairement que les États doivent donner aux personnes handicapées l'accès à l'accompagnement dont elles ont besoin pour exercer leurs capacités juridiques. Le mot-clé ici, c'est accompagner, pas décider à leur place. Et voilà, on touche au cœur du sujet. L'autodétermination, ce n'est pas un privilège qu'on donne gentiment. Ce n'est pas une faveur, un bonus. C'est un droit humain. Un droit fondamental, au même titre que la liberté de penser ou de se déplacer. Bon, si c'est un droit si fondamental, on pourrait se dire que c'est simple, non? Eh bien, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Quels sont les freins, les obstacles qui se mettent en travers du chemin? En gros, on peut voir 3 grands types d'obstacles. D'abord, il y a des freins individuels. La surprotection, par exemple, qui part souvent d'une bonne intention, mais qui empêche de prendre des risques et d'apprendre. Ensuite, il y a les obstacles organisationnels. Pensez aux institutions avec des horaires super rigides, des routines imposées, ça laisse peu de place au choix personnel. Et enfin, il y a les barrières sociales, plus subtiles mais tout aussi puissantes. Les préjugés, le regard des autres, les faibles attentes que la société peut avoir. Pour bien saisir l'impact de tout ça, revenons à notre image du début. Essayons vraiment de visualiser ce que ça représente. Une vie où chaque minute, du réveil au coucher, est décidée par quelqu'un d'autre. C'est vertigineux, non? C'est une perte totale de contrôle. En fait, c'est comme si on niait une partie de l'identité de la personne. Ok, le constat est un peu rude, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. Face à ces obstacles, il y a des solutions, des outils concrets pour, justement, construire et renforcer cette autodétermination. Et quand on parle d'outils, ça peut être des choses très concrètes, Des tableaux de choix avec des pictogrammes, par exemple, pour permettre d'exprimer une préférence sans forcément passer par la parole, des agendas numériques adaptés, ou encore des réunions de planification où la personne est vraiment au centre des discussions qui la concernent. L'idée, à chaque fois, c'est la même. Trouver un moyen, un canal, pour que le choix puisse s'exprimer. Et puis, il y a un outil qu'on a tous et qui est incroyablement puissant. Ce sont les mots, le langage qu'on utilise. Regardez la différence. D'un côté, on a des phrases qui ferment la discussion. Tu dois faire ça, maintenant c'est l'heure de... Ça, c'est directif. Et de l'autre, on a des phrases qui ouvrent un espace. De quoi aurais-tu envie? Et si on regardait les options ensemble, on passe d'un ordre à une invitation. Ça change tout. Mais évidemment, avoir les bons outils et les bonnes phrases, ça ne suffit pas si l'état d'esprit ne suit pas. Tout ça, ça doit s'inscrire dans un changement beaucoup plus profond, un changement de posture chez les professionnels, chez les accompagnants. Et là, le changement est radical. Il s'agit de basculer d'une posture directive, où on a tendance à faire pour la personne, à une posture de soutien, où l'on va faire avec elle. La nuance est énorme. L'expert, ce n'est plus le professionnel qui sait et qui décide. Non, l'expert de sa vie, c'est la personne elle-même. Et le rôle de l'accompagnant, c'est de l'aider à prendre ses propres décisions.
Et cette posture de soutien, elle se manifeste par des attitudes très claires. L'écoute active, la vraie, le non-jugement, même si on aurait fait un choix différent, le respect du rythme de la personne, qui n'est pas forcément le nôtre. Et puis il y a ce point qui est absolument crucial, accepter le droit au risque. Parce que vivre, c'est aussi faire des choix, se tromper parfois, et apprendre de ses erreurs. Protéger quelqu'un, ce n'est pas lui interdire de vivre. Au final, l'objectif de tout ça, c'est de transformer complètement la relation. On sort d'un schéma presque vertical, de direction, pour entrer dans une relation de partenariat, à l'horizontale. Un partenariat qui est basé sur la confiance, le respect mutuel et sur cette idée fondamentale que chacun est l'expert de sa propre vie. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question toute simple, mais qui en fait résume tout. Et si accompagner quelqu'un au fond, ça ne voulait pas dire quoi faire, mais tout simplement demander.